je me suis intéressé à Bitcoin en 2018 par l'entremise d'un collègue à moi qui m'a initié au minage de altcoins. Il minait du Monero sur des ordinateurs désuets. Il remplissait son appartement à Montréal avec sa chambre, en fait, avec plein de serveurs informatiques avec beaucoup de processeurs pour miner du Monero. Puis il m'expliquait ça, puis je trouvais ça fascinant et je m'y suis mis moi-même au minage de crypto-monnaies. Puis de fil en aiguille, j'ai lu plusieurs livres. J'en ai lu 25 sur le sujet. J'ai commencé un peu comme beaucoup de gens font. Un peu comme j'imagine vous aussi dans ce groupe-là, on commence souvent à s'intéresser par toutes sortes de crypto-monnaies autres que Bitcoin. Dans mon cas, je me suis intéressé aux ICO, là, parce qu'il s'était déjà passé. Les ICO, c'est tout ce qui s'est passé en 2017 avec l'émission de toutes sortes de nouvelles crypto-monnaies. Je m'y suis intéressé après que ce soit arrivé, parce que je suis arrivé dans le domaine en 2018, mais je m'y suis intéressé par l'entremise de livres sur le sujet, donc je trouvais ça fascinant. J'avais l'impression qu'on allait remplacer toutes les bases de données de la Terre par des blockchains, puis qu'on allait remplacer toutes les monnaies par des jetons ou des coins. Donc je pensais que ça allait vraiment changer le monde de cette façon-là. Et après, j'ai un peu changé d'idée puisque j'ai continué à m'informer, à lire plus de livres. Je me suis plutôt intéressé à la partie monétaire, donc à à l'histoire de la monnaie. C'est là-dedans que je me suis concentré, mes recherches. Et à ce moment-là, je me suis plutôt intéressé seulement à Bitcoin. Les gens souvent me demandent pourquoi. Là, je ne suis pas tellement un Bitcoin maximaliste. C'est un peu compliqué à définir comme terme, mais c'est que moi, c'est vraiment l'aspect monétaire qui m'intéresse, pas vraiment l'aspect technologique. Donc, certainement qu'il y a certainement une des blockchains qu'on a aujourd'hui ou une blockchain future qui va, ou une autre un altcoin qu'on appelle qui va compétitionner Bitcoin ou offrir des choses que Bitcoin n'offre pas. Là, je ne lis pas l'avenir. Il y a sûrement ça va arriver, puis il y aura certaines blockchains dans l'avenir qui vont exister puis qui vont être très utiles. Mais pour le moment, moi, je m'intéresse vraiment à Bitcoin. Et parce que c'est vraiment l'aspect monétaire, c'est vraiment une monnaie. Puis ça, cet aspect-là, je ne pense pas qu'il va être dépassé par aucune autre crypto-monnaie. Pour l'aspect monétaire, à tout le moins, je ne crois pas pour plein de raisons qu'on pourra peut-être mentionner plus tard. Mais donc, c'est ça. Donc, ça fait un peu ma présentation. J'ai un peu commencé comme tout le monde en m'intéressant à tout. Je me suis ensuite spécialisé sur l'histoire de la monnaie. C'est quoi la monnaie? Je me suis vraiment interrogé sur ça. Puis, à force de lecture, je suis devenu plus un spécialiste de Bitcoin parce que moi, je trouve que ce que ça règle, la base de données, la blockchain, ce que ça règle comme problème, c'est le problème des monnaies fiduciaires qu'on vit en ce moment. C'est ça le vrai problème. Et je trouve que la blockchain de Bitcoin apporte une solution à ça. Voilà, justement, c'est ma présentation. On va en parler et tu disais que tu avais beaucoup lu sur le sujet. Alors, je fais une petite dédicace au club de lecture que j'ai aussi fondé. Read and Think pour ceux qui veulent lire un petit peu. On a fait un Discord, on a un Twitter. Donc j'ai vu la dédicace passer, je la fais. Et donc tu as beaucoup lu sur le sujet, mais tu as aussi écrit un livre sur le sujet, donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. On en parlera un petit peu plus tard. Du coup, pour les questions, je vois des questions qui arrivent. On y répondra à la fin, après la présentation. On fera une petite session FAQ, on répondra à toutes les questions. Donc pour l'instant, on les note, mais si on répond pas tout de suite, c'est normal. Donc du coup, si on commençait par la base des bases, à savoir qu'est-ce que Bitcoin? C'est ça. Donc, premièrement, le Bitcoin avec un grand B, c'est le réseau, donc le système Bitcoin en tant que tel. Puis le Bitcoin avec le petit b, c'est les jetons et souvent on parle du registre en tant que tel. Donc Bitcoin, donc on dit ça c'est mes Bitcoins, ça prend un petit b. Puis quand on parle de Bitcoin, du réseau Bitcoin, ça prend un B majuscule. Donc il y a deux Bitcoins, il y a le réseau et le jeton. Bitcoin, c'est avant tout une monnaie électronique ou numérique, décentralisée. Moi, j'aime pas du tout quand on parle de monnaie virtuelle, parce que je trouve pas qu'il y a rien de virtuel aux crypto-monnaies. C'est pas virtuel, c'est numérique. Ça existe pour vrai, ça existe dans des ordinateurs. On peut les échanger. C'est pas... Parce que j'ai même
j'ai même un voisin là, qui est très fort en finance, là, puis qui est propriétaire d'un hedge fund. Là, c'est une grosse pointure là, dans son domaine au Québec. Puis il dit qu'il ne croit pas en Bitcoin parce que c'est virtuel. Je dis, ben, tu fais de la sémantique. Là, c'est pas virtuel. Là. Les Bitcoins justement sont recopiés à travers le monde. Puis ça prend de l'énergie pour les miner. Là. L'énergie est très réelle. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est pas virtuel. Là. Je trouve que c'est une mauvaise utilisation du mot. Donc moi, je préfère électronique et numérique. Et pourquoi c'est différent de votre monnaie numérique qui existe déjà? Donc la monnaie qui est dans à la banque que vous avez, ben, elle est numérique aussi. Il n'y a pas de billets là, à la banque. C'est tout dans des bases de données. Donc, c'est déjà numérique. La différence avec Bitcoin, pourquoi c'est une monnaie? C'est une monnaie numérique, mais elle est décentralisée. C'est ça la différence. Décentralisée, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'organisation centrale comme une banque ou comme Visa, par exemple, qui supervise les transactions. Les transactions peuvent se faire de manière autonome sans que personne le supervise. Ça peut se passer entre simplement deux individus. Il n'y a pas besoin d'avoir une banque entre les deux ou un PayPal ou ce genre d'institution-là. On n'en a pas besoin avec Bitcoin. Ouais, parce que donc, pour le coup, la décentralisation, elle intervient au niveau de la transaction parce qu'il faut bien comprendre que n'importe qui fait une transaction, la banque va vérifier si la transaction est possible, elle va vérifier si vous avez les fonds sur votre compte et elle va vérifier tout ça et ensuite elle va tenir un espèce de registre. La blockchain va faire exactement la même chose sans que ce soit la banque qui le fasse, mais plutôt que ce soit des personnes qui vont le faire. On en parlera un petit peu plus tard, mais ce sera les mineurs. On fait déjà on fait souvent le parallèle pour qu'on puisse avoir un concept plus simple dans nos têtes. C'est que quand on échange des billets de la monnaie physique, là, des billets ou des pièces de monnaie, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. Donc, j'ai une personne devant moi, je lui tends un billet de 20 €, ben, on n'a pas besoin de la banque pour certifier que j'y ai donné les 20 €. Donc, ça se fait en physique. Donc, dès qu'une monnaie n'est pas physique, là, on a besoin d'un registre pour savoir que moi, j'ai pris mes 20 $ puis je les ai donnés à une autre personne pour pas que je puisse le dépenser deux fois. Donc, c'est une des utilités de la partie tiers d'empêcher les gens de dépenser deux fois la même monnaie. Puisque c'est numérique, mais Bitcoin, ça fait ça sans intermédiaire. Donc, c'est ça que les banques qui fonctionnent comme ça, ils ont un registre qui définit qui possède quoi. Bitcoin, c'est exactement la même chose, mais sans les banquiers. C'est un immense registre de plusieurs gigaoctets qui gardent toutes les traces de toutes les transactions effectuées sur le Bitcoin. Donc, en gros, Bitcoin avec un grand B, c'est un registre de toutes les transactions. Puis, le registre est gardé sur tous les ordinateurs du réseau. Puis, n'importe qui peut participer à ce réseau. C'est aussi une des particularités. C'est pas tout le monde qui peut devenir une banque, disons, puis participer au réseau de monnaie numérique qui existe déjà. C'est juste les banques qui peuvent faire ça. Puis, c'est pas n'importe qui peut en devenir une, tandis que dans Bitcoin, n'importe qui peut devenir un agent du réseau Bitcoin et participer au réseau. Donc, c'est pour ça que c'est décentralisé. Et donc, les transactions, le registre que tient la banque, finalement, ces transactions-là vont être écrites sur la blockchain, elles vont être écrites dans un bloc, finalement, qui va former, une fois que la page est remplie, ça va former un bloc, et ces blocs vont s'assembler, d'où la technologie de la blockchain, c'est bien ça? Tout à fait, exactement ça. C'est pour ça que ça s'appelle une blockchain. C'est une série de blocs liés entre eux par des signatures cryptographiques. Ça a l'air très compliqué, impressionnant, là, ces termes-là, mais dans les faits, c'est juste qu'il y a une signature. On est capable de faire une espèce de résumé numérique qui s'appelle une signature, là, un hash de chacun des blocs. Donc, on prend le bloc, on le met dans une fonction d'hachage, ça fait une signature. Puis, on intègre la signature du bloc du bloc précédent dans le prochain bloc. Donc, ce que ça fait, c'est que si on modifie n'importe quel bloc dans la chaîne, quand on va vérifier la signature du bloc, ça ne va pas balancer. Ça va briser la signature, ça va briser le hash. Et on va être capable tout de suite de voir que la blockchain est invalide. Donc, si on avait, disons, un registre avec des blocs tous séparés qui n'étaient pas liés entre eux, si quelqu'un allait changer une entrée dans un bloc, on ne pourrait peut-être pas le savoir parce qu'il faudrait vérifier chacun des blocs indépendamment. Ça serait complexe, il faudrait garder des copies. Tandis que quand les blocs sont liés entre eux par des signatures cryptographiques, ben, si quelqu'un change une valeur quelque part, ben, ça brise la signature et on le sait automatiquement. C'est un des aspects sécuritaires de la blockchain. Et pour revenir un petit peu à la création du Bitcoin, tu disais tout à l'heure que ça résout énormément de problèmes qui sont liés à la monnaie fiduciaire aujourd'hui.
Et il me semble que sa création, elle est justement liée à ça, et notamment à la crise de 2008. Et du coup, d'où ça vient? C'est ça. Donc, on ne connaît pas l'identité de l'inventeur de Bitcoin. On connaît par contre son pseudonyme, là, c'est Satoshi Nakamoto. C'est probablement un nom que vous êtes tous familiers. C'est lui qui a créé le code original de Bitcoin. Il l'a rendu disponible sur Internet en 2009. C'est une des belles qualités justement de Bitcoin, le fait qu'on ne connaît pas son inventeur parce que son anonymat aide Bitcoin à résister à la censure. Personne dirige Bitcoin. Donc, on ne peut pas poursuivre le PDG de Bitcoin en justice. Pour illustrer ça, je donne toujours l'exemple de Libra, de Facebook. Quand Facebook a tenté de lancer sa propre crypto-monnaie, ben, ce qui est arrivé, c'est que les instances juridiques là, ben, ou gouvernementales des pays, dont les États-Unis, l'ont convoqué devant le Congrès, justement, aux États-Unis, pour lui signifier, en fait, je m'avais l'impression que c'était un peu de l'intimidation là, pour dire, hey, tu sais que tu ne peux pas lancer ta propre monnaie. Donc, quand on ne connaît pas l'inventeur, ben, on ne peut pas le traîner en justice ou le poursuivre ou l'amener devant un appareil gouvernemental pour lui indiquer que la monnaie, c'est une affaire d'État. Donc, l'anonymat complet de Bitcoin, c'est un des avantages. Puis, on pense tous là, que Satoshi Nakamoto savait ça d'avance. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais révélé son identité. Puis, c'est aussi pour ça qu'il est disparu complètement. Une fois qu'il a senti que son système était bien lancé, qu'il y avait des gens qui allaient s'occuper, ben, il est carrément disparu. Et donc, ça a été créé par quelqu'un d'anonyme qu'on ne connaît pas, et ça a été créé en 2008 suite à la crise, c'est ça? Exactement. Donc, par rapport à la crise, on peut très bien deviner ses intentions parce que dans le blog d'origine, il a inscrit la une d'un journal anglais qui disait The Chancellor's on the brink of a second bailout of the banks. Donc, ce qui signifie que le chancelier est sur le point d'encore sauver les banques avec l'argent des payeurs de taxes. Donc, ça, il a inscrit ça dans le premier bloc. On pense, ben, ça a deux utilités. Là. C'est pour prouver que le bloc n'a pas été fait avant. Donc, en mettant la une du journal, on sait que le bloc n'a pas été créé avant cette date-là. Fait que ça a cette idée-là. Puis aussi, c'est vraiment un clin d'œil, dans le fond, à la crise financière de 2008. Et aussi, dans ses écrits, c'est pas non plus juste quelque chose qu'on devine par rapport à cette action-là. On le voit quand on s'intéresse à ses écrits. On le voit qu'il parle directement des banques centrales et des banques dans ses motivations à créer le système de Bitcoin. Rapidement, dans Bitcoin, il y a juste 21 millions de Bitcoin. En passant, sont divisibles en 100 millions d'unités chacune, là, parce que là, sinon, on pourrait être juste 21 millions à avoir un Bitcoin, puis si on pouvait juste échanger un Bitcoin, ça serait probablement problématique. Ça serait pas assez pour le volume de monnaie qu'on a besoin sur toute la planète. Donc, chaque Bitcoin est divisible en 100 millions. Tout ça pour dire qu'il y a une limite de 21 millions, puis c'était important pour Satoshi Nakamoto que ça soit strictement limité parce que le système Bitcoin s'attaque justement à une des faiblesses de la monnaie fiduciaire, la monnaie d'État actuelle, c'est que dans la monnaie d'État actuelle, n'importe quand, les gouvernements, les banques centrales peuvent décider de diluer la monnaie et donc de diluer la valeur de vos épargnes n'importe quand, pour n'importe quelle raison, comme une crise financière, comme une réélection, toutes ces raisons-là sont valides pour les politiciens pour diluer vos avoirs. Et en passant, ces mots-là exacts sont dans les écrits de Satoshi sur les forums, dans le sens que les gouvernements diluent la monnaie pour toutes sortes de raisons, dont une réélection ou dont des crises financières. C'est lui-même qui disait ça. Donc c'est ça, c'est vraiment très important dans le développement de Bitcoin, cet aspect-là que c'est strictement limité. C'est en opposition directement au fonctionnement des banques centrales et de l'argent fiduciaire. J'anticipe peut-être des questions de ton intervention plus tard. Mais du coup, puisqu'il a été créé anonymement, qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce que c'est le mécanisme de la blockchain qui fait que Bitcoin s'auto-entretient? Ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui permet d'entretenir la blockchain ou quoi que ce soit? C'est un des aspects qui est les plus intéressants à mon avis dans Bitcoin, c'est qu'il y a trois groupes d'intérêts dans Bitcoin. Il y a les mineurs, il y a les nœuds
et il y a les développeurs. Et souvent, il y a des gens qui vont dire, qui vont penser que les développeurs, disons, contrôlent Bitcoin. Non, c'est pas vrai. Les développeurs ne contrôlent pas Bitcoin, puisque n'importe qui peut rouler n'importe quel code qu'il veut. Donc, les opérateurs, si disons, il y a un développeur qui dit, moi, j'aimerais ça qu'il y ait 42 millions de Bitcoin ou de 21 millions, ben, ceux qui roulent les nœuds, ceux qui roulent les nœuds, en fait, c'est ceux qui ont la blockchain, ceux qui ont la base de données de Bitcoin sur eux, sur leur disque. Ça s'appelle des nœuds. Ces gens-là, ils protègent les règles de Bitcoin. Et une des règles de Bitcoin, c'est qu'il y en a juste 21 millions. Donc, s'il y a un développeur qui disait, moi, je veux qu'il y ait 42 millions de Bitcoin, ben, les opérateurs de nœuds, ils n'accepteraient pas son code, puis ils ne rouleraient pas son code. Donc, les mineurs, ils ne contrôlent pas du tout Bitcoin. Pardon, les développeurs ne contrôlent pas du tout Bitcoin. Après ça, il y a les mineurs. Les gens pourraient penser que les mineurs contrôlent Bitcoin parce que c'est eux qui décident c'est quoi les transactions qui vont être dans les blocs. C'est vrai, c'est eux que, une fois qu'ils ont gagné la loterie, c'est bien expliqué dans mon livre d'ailleurs, le fonctionnement du minage de Bitcoin. Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on pourrait rentrer aujourd'hui à décrire parce que peut-être rapidement dans les questions, je pourrais faire un résumé, mais essentiellement, les mineurs, ils font comme une loterie. Mais ils dépensent beaucoup, beaucoup d'énergie pour gagner cette loterie-là. Puis quand ils gagnent la loterie, c'est eux qui peuvent écrire les transactions dans les blocs. Ben ça, il y a des gens qui disent, ben oui, ben c'est eux à ce moment-là qui contrôlent Bitcoin. Non, parce que ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi dans les blocs. Par exemple, ils ne peuvent pas se donner plus de Bitcoin qu'ils en ont droit parce que justement, les nœuds, ceux qui possèdent les nœuds, c'est eux qui assurent que les règles sont respectées. Donc, si un mineur fait quelque chose qui n'est pas légal, selon les règles, il va se faire rejeter son bloc. Et ça, c'est très grave, se faire rejeter son bloc parce que le mineur a dépensé, disons, je sais pas moi, 200 000 $ en électricité pour trouver un bloc. Puis là, quelqu'un dirait non, toi, ton bloc n'est pas bon parce que tu n'as pas respecté telle règle. Fait que les mineurs, ils respectent les règles. Et c'est pas non plus ceux qui possèdent les nœuds. Il y en a des dizaines de milliers à travers le monde. C'est pas ceux qui possèdent des nœuds qui contrôlent Bitcoin parce que, dans le fond, eux, ils ont pas, ils développent pas. C'est pas eux qui minent les blocs. Il faut juste appliquer les règles. Et eux le font tout simplement parce que ils veulent que quand leur Bitcoin qu'ils possèdent ne soit pas que les règles de Bitcoin ne soient pas modifiées. Donc, ceux qui possèdent des nœuds, ils le font parce qu'ils veulent pas que les règles soient modifiées. Les mineurs, ils minent parce qu'ils veulent gagner des bitcoins en minant, parce que quand tu trouves un bloc, tu obtiens des bitcoins. Puis les développeurs, eux autres, ils développent parce qu'ils veulent entretenir le réseau, parce qu'ils veulent que Bitcoin fonctionne. Puis ils veulent pas que disons, s'ils possèdent des bitcoins, mais ils veulent améliorer le système pour que leur bitcoin vale de plus en plus cher. Donc ça, c'est les trois acteurs qui gèrent Bitcoin. Et ça s'appelle un consensus émergent. C'est un nouveau, je ne sais pas si c'est un nouveau terme, mais c'est un terme qui est très fort dans Bitcoin. Donc, Bitcoin n'a pas besoin de personne qui le dirige parce que ça fonctionne avec un consensus émergent qui émerge quand toutes les incentives, ce qui est bon pour chacun des trois intervenants, quand ça s'aligne, ça crée un consensus émergent. On est même capable de faire des mises à jour, d'améliorer les systèmes. Hier, il y a une nouvelle mise à jour qui a été activée qui s'appelle Taproot. Puis ça s'est fait sans qu'il y ait de directeur ou de CEO ou de président de Bitcoin. Tout ça, ça fonctionne avec le système que je viens de vous expliquer, les trois parties. Et quand les intérêts de chacun s'alignent, ben ça avance et on peut le mettre à jour puis créer des nouvelles fonctions. Et donc les mineurs, ils prêtent, ça peut être n'importe qui, ils prêtent leur puissance de calcul, la puissance de calcul de leur ordinateur, pour permettre de sécuriser le réseau. Et c'est ce que j'ai vu passer dans le chat, l'histoire des 51%. Il me semble que c'est lié à ça. Si certaines personnes détiennent 51% de la puissance de calcul, ils pourraient écrire ce qu'ils veulent dans la blockchain. Le problème, c'est qu'il y a tellement de mineurs partout que c'est impossible. J'avais vu une statistique d'ailleurs qui était intéressante, qui était que si tous les GAFAM mettaient leur puissance de calcul au service du réseau Bitcoin, ils détiendraient 37% de la puissance de calcul ou quelque chose comme ça. Donc pour le coup, c'est ce qui témoigne de la sécurité du réseau. Et par contre, pour ceux qui détiennent les nœuds, du coup, qui c'est ? Mais ça peut être moi, ça peut être toi, c'est n'importe qui en fait. C'est vraiment des bitcoiners qui veulent que quand ils envoient une transaction, ça ne passe pas par le nœud d'un tiers. Exemple, quand vous avez un ledger, c'est un portefeuille
physique, Bitcoin, ou un trésor, par exemple, ben, souvent, quand vous utilisez les configurations par défaut, vous passez par le nœud de trésor ou le nœud de ledger. Et ça peut causer des problèmes de sécurité parce que, un, ça veut dire qu'ils connaissent votre clé publique. La clé publique, en passant, c'est pas quelque chose qui est nécessairement public, parce que si vous la partagez, tout le monde va voir toutes vos transactions. C'est pas souhaitable. Donc la clé publique, on ne veut pas la partager. Mais si on veut passer par le nœud d'un tiers, comme Ledger ou Trésor, ou n'importe quel portefeuille, en passant n'importe quel portefeuille dans votre téléphone, passe par le nœud de la compagnie qui fait le téléphone, qui fait le logiciel de portefeuille. Et ça, ben, ça fait que ces compagnies-là vont nécessairement avoir accès à votre clé publique, pour lister vos transactions. Et c'est pour beaucoup de Bitcoiners, c'est un problème. Parce qu'après ça, ben, peut-être que ces compagnies-là vont collaborer avec les gouvernements ou vont avoir une fuite de données ou quelqu'un pourra aller fouiller dans vos transactions. Et peut-être que ces compagnies-là vendent ces informations-là à des compagnies qui mettent tout ça ensemble pour faire... Il y en a qui font c'est des compagnies qui se spécialisent pour anonymiser les transactions. Donc, pour savoir qui fait les transactions avec qui, il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. Donc, ils vont essayer de trouver toutes les informations possibles sur toutes les adresses qui existent pour pouvoir faire une espèce de carte de qui possède Bitcoin. Donc,